Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos de la mode éthique. Je viens à l'instant de terminer le montage de mon interview avec Céline. Céline du blog Is No Good, du compte Instagram Is No Good. Céline, c'est un peu la spécialiste de la mode éthique et j'ai eu la chance de la retrouver à Copenhague. Elle y était à l'occasion de son tour du monde sans avion et j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet avec elle. C'est un sujet qui commence un peu à émerger. On commence enfin à se rendre un peu compte de l'impact de la mode sur l'environnement, sur l'écologie. Et j'avais vraiment envie d'aborder cette question avec elle concernant les prix, concernant la morphologie, concernant la difficulté d'accès à la mode éthique. Qu'est-ce que c'est finalement que d'acheter éthique? C'est une vidéo qui est un peu longue effectivement, mais il y avait tellement à dire, tellement à traiter. Donc n'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut pour l'écouter. J'espère sincèrement qu'elle vous permettra d'ouvrir un peu les yeux sur cette industrie qui est assez catastrophique. Et j'espère surtout que Céline et moi, grâce à cette vidéo, on arrive à semer quelques graines dans les esprits. J'ai hâte d'avoir vos retours en tout cas et d'avoir votre opinion sur le sujet. Je vous laisse tout de suite avec l'interview. Donc je m'appelle Céline, je tiens un blog qui s'appelle Is No Good, compte Instagram aussi du même nom, et mon blog en fait traite de mode éthique majoritairement, mais aussi de tout ce qui va concerner un mode de vie un peu plus responsable en fait, un mode de vie et de consommation un peu plus responsable. Et pourquoi est-ce que je suis présentement à côté d'Héloïse à Copenhague? C'est parce qu'on est en train de faire un tour du monde sans avion et on est parti depuis 10 mois. Et donc j'ai la chance de me retrouver là avec Héloïse. C'est ce que j'allais dire. Moi j'ai de la chance, je suis tellement contente de vous croiser ici. C'est très bien tombé, très bien tombé. Parfait. Et on a tellement pendant nos nombreux repas ici à Copenhague, on passe notre vie au restaurant, on a pas mal de débats et on parle de beaucoup de sujets qu'on aime bien, tout ce qui est éthique, même un peu plus philosophique, on parle de la vie en général je pense. Et du coup je me suis dit que ça serait génial de profiter que Céline soit là pour qu'on parle de mode éthique. J'en ai parlé une fois, j'avais fait une vidéo en présentant des petites marques éthiques. Alors pour le coup j'avais pas fait seulement de la mode, j'avais fait un truc un peu plus lifestyle. Mais toi t'es un peu la spécialiste. Toi, t'es un peu l'expert en mode éthique, c'est ça. Bon, vous êtes pas mal à me poser des questions à ce sujet-là et je ne m'y connais pas assez. Moi, je fais plein d'erreurs aussi et souvent, je suis pas la seule, je sais qu'on est beaucoup. Quand on a un doute sur une marque avant d'en parler ou avant un partenariat, on demande à Céline. On dit Céline, est-ce que c'est vraiment éthique ou pas? Du coup, la première question, j'aimerais te demander, toi déjà, comment t'as eu le déclic de la mode éthique? C'était il y a combien de temps et pourquoi? Alors, il n'y a pas eu de gros chocs. Parfois, c'est le Rana Plaza, l'effondrement en 2013 de cet immeuble au Bangladesh qui avait fait presque 1200 morts. Souvent, en fait, les images qui ont été diffusées, les gens ont prenait conscience d'un coup, en fait, qu'il y avait des gens qui étaient en train de fabriquer leurs vêtements. Et donc, ce lien, en fait, qui tout d'un coup s'était créé par l'image, ça a créé un choc parfois pour les gens. Et moi, ça n'a pas vraiment été ça. Ça a été vraiment progressif, en fait. J'ai commencé à manger bio, j'ai commencé à faire attention aux produits de beauté que j'utilisais et puis progressivement en fait j'ai commencé à me soucier des vêtements que je portais. Et du coup en fait comme d'habitude à chaque fois que tu commences à creuser un petit peu un sujet tu découvres un monde. Ça fait peur. Tu découvres des trucs donc les conditions de travail des ouvriers, tous les dégâts que la mode pouvait causer sur l'environnement. Et donc c'est arrivé progressivement et en fait je me rendais compte, et c'est pour ça que j'ai créé mon blog, que personne ne parlait de ces sujets. Ça avait l'air de n'intéresser personne en fait. Je pense que c'était pas du tout le cas et en tout cas sur les réseaux t'étais vraiment une des premières à en parler. Moi j'en avais jamais entendu parler et pourtant j'avais ouvert les yeux déjà sur l'alimentation, sur la beauté, tout ça j'en parlais. Et c'est vrai que dès qu'on faisait une réflexion sur la mode, j'avais instantanément ce comportement d'autruche de me dire ah ouais non attends ça va faire beaucoup déjà si on s'occupe de l'autre, enfin des autres aspects. Trop de choses à changer et la mode ça passait après tout le reste. Exactement. Jusqu'au moment où là vraiment t'arrêtes de faire l'autruche et tu vois la vérité quoi. Moi ça a vraiment fait tilt au moment du reportage The True Cost. The True Cost, exactement, que j'ai vu sur Netflix, où là ça m'a fait vraiment ça m'a fait tilt. The True Cost, oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une très bonne chose à faire après cette vidéo. Oui. Je sais que c'est sur Netflix. Est-ce que c'est disponible sur YouTube? Je sais pas. Ça l'a été, mais je crois que ça l'est plus. Ça l'est plus. Bon, en tout cas, si vous pouvez voir ce reportage, c'est assez dingue. Avant de faire cette vidéo, j'ai posé une question sur Instagram. J'ai fait un sondage pour demander déjà qui est-ce qui était sensible à la mode éthique ou pas. Et vos réflexions, vos questions à propos de la mode éthique. Il y a pas mal de grands volets, on va dire, qui sont ressortis. Dont le premier, le prix. Je pense que c'est le premier truc qui choque, c'est le premier frein. Parce qu'effectivement, le prix des vêtements de mode éthique, de marque éthique, n'a rien à voir avec un vêtement qu'on va acheter chez H&M, chez Zara, ou tout ça. C'est un frein pour beaucoup de personnes qui disent c'est beaucoup trop cher, je peux pas me l'offrir. Est-ce que déjà on pourrait expliquer pourquoi
pourquoi ça c'est coûte plus si cher. Ouais. Imaginons, un prix soldé d'un t-shirt chez Zara, ça vaut 5 euros. En fait, ce prix, il inclut d'autres choses, il implique d'autres choses. Il implique que ça a été fabriqué à l'autre bout du monde. Ça peut être en Chine, ça peut être en Inde, et maintenant, il y a même l'Éthiopie, c'est encore moins cher. C'est des pays dans lesquels il n'y a pas ou très peu de droits des travailleurs. Les travailleurs sont quasiment pas payés, très peu. Le travail des enfants, même s'il est réglementé, comme dans des pays comme la Chine, en fait, ça s'observe. Il y a encore des enfants qui travaillent, même en Chine, même dans un pays qui est réglementé. Ouais, donc déjà, un t-shirt à 5 euros. La personne qui a fabriqué ce t-shirt a été payée mais des centimes, même pas. Ouais. Et en fait, acheter donc ce t-shirt à 5 euros, c'est savoir ça en fait. La différence avec un t-shirt qui va valoir 50 euros qui a été fabriqué en Europe, elle est majoritairement là. Elle se retrouve aussi dans tout ce qui va être l'encadrement des pratiques de fabrication. Donc tous les traitements que vont recevoir les tissus et compagnie. Il y a des produits qui vont pouvoir être utilisés en Asie parce qu'ils coûtent moins cher et qui vont dégrader notablement l'eau, les sols et compagnie, l'environnement de manière générale. Et tout ça, en fait, ce manque d'encadrement, parce que c'est fait à la va-vite, il n'y a aucun traitement des produits et donc tout est déversé dans les eaux. Ça aussi, c'est pareil, ça rentre dans le coût normalement d'un t-shirt qui est produit dans de bonnes conditions. Donc il y a le côté éthique et il y a le côté environnemental et tout ça en fait, ça amène forcément à augmenter le coût de revient du t-shirt. Et est-ce que ces produits chimiques qui font du mal donc à la planète, ils peuvent aussi avoir un impact sur la santé ? Ouais, un vrai impact sur la santé des populations locales, forcément, parce que, en fait, comme je le disais, c'est déversé dans les eaux. C'est de l'eau avec laquelle ils se lavent, c'est de l'eau qui va couler dans leur robinet, enfin, c'est de l'eau, c'est de l'eau qu'ils utilisent. Donc, il y a énormément de maladies qui découlent de ça, sans parler évidemment des maladies des travailleurs ouvriers qui les manipulent. Enfin, c'est vraiment des substances qui sont interdites en Europe. C'est des trucs qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Mais qu'on peut vendre. Enfin, les vêtements qui ont été faits comme ça, on peut les vendre en Europe. Oui. C'est fou. La délocalisation, elle est évidemment faite pour payer moins cher les ouvriers qui fabriquent, mais aussi, et par exemple pour tout ce qui va être traitement du cuir, les traitements que subit le cuir, on n'a pas le droit de les faire en Europe. Donc on les envoie en Asie. Il y a des traitements qui sont éco-responsables qui existent, je veux dire, la majorité des cuirs qu'on va retrouver pas cher chez Zara et compagnie, ce genre de traitement-là, tu peux les faire qu'en Asie. Donc alors, quand on achète un t-shirt à 5 euros, donc déjà on sait qu'il vient de l'autre bout du monde. Donc juste le transport pour le faire venir déjà, ça. On sait que ça a été utilisé avec des ingrédients, des matières qui ne seraient peut-être pas permises en France. On sait que les gens n'ont pas été bien payés pour ça et surtout que ça va gêner et mettre en danger les populations locales. Voilà, et en plus de ça, en fait, ces substances-là qui sont dangereuses pour la population locale, en fait, elles se retrouvent sur ton vêtement à toi, ça va s'acheminer jusqu'à toi, et en fait, il y a un rapport de la NSES qui est sorti l'année dernière qui prenait 25 vêtements, tout type de vêtements. Ils ont fait ça dans plusieurs enseignes différentes, et en fait, ils ont sorti une liste astronomique de substances retrouvées sur les vêtements, cancérigènes, perturbateurs endocriniens, neurotoxiques, et tout ça, en fait, c'est des trucs qu'on porte. Ah ouais. Alors on n'y pense pas sur les vêtements. Non, on n'y pense pas et on en parle très peu en fait, mais ça risque... Enfin, moi je vois bien le scandale arriver. Déjà, est-ce qu'on pourrait dire qu'un vêtement qui est produit en Europe, même si c'est pas d'une marque éthique, c'est déjà plus éthique ? Alors après, il y a le problème de la Turquie. Je sais pas. C'est juste qu'il faut se renseigner. Je sais pas par exemple si le Chrome 6 peut être utilisé en Turquie ou pas. Il faut se renseigner. Okay. Mais la Turquie, en fait, souvent fait partie de l'Europe. Donc souvent, tu peux lire production européenne, c'est en Turquie. Et en Turquie, il y a pas mal aussi de problèmes d'éthique parce qu'il y a pas mal de réfugiés qui se retrouvent en Turquie. Et enfin, voilà. En tout cas, la localisation ne suffit pas. Non. Donc ça, c'est ce qui explique le prix. N'empêche que des personnes vont dire ok, on comprend, mais je ne peux pas payer un t-shirt basique blanc 50 euros. Je ne peux pas. À ça, tu dirais quoi ? Alors, je dirais, il existe des t-shirts blancs basiques à moins de 50 euros. Déjà. Par exemple, le t-shirt propre. Ouais, une t-shirt propre. Une trentaine d'euros. Le basique aussi. Ok. Il y a plusieurs marques comme ça. C'est possible. Ça se trouve. C'est plus 30 euros. Ok.
Mais en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les marques éthiques, il n'y en a pas une seule en fait qui se moque du consommateur en termes de prix annoncé. En fait, les marges, elles sont vraiment ultra réduites et on en voit mais tous les ans des marques de mode éthique qui ferment les portes parce qu'elles s'en sortent pas. Ouais, parce que la marge n'est pas suffisante et qu'il y a pas assez de demande encore. Elles sont pas capables, la plupart, de faire des soldes en fait, et ça prouve bien qu'elles sont en fait déjà au prix le plus juste possible. Elles peuvent pas squeezer davantage, c'est pas possible. Et en fait, je comprends aussi la méfiance des consommateurs, de la plupart des personnes, tout simplement parce que, toi, tu as fait du marketing aussi, de la com. Quand je faisais mes études de com, on appelait une technique le prix psychologique. Trouver le prix psychologique d'un produit, et ça n'avait rien à voir avec les coûts. C'était, voilà, je vais vendre un jean, mais pour que dans l'esprit des gens, ce jean soit un truc un peu cool, un peu stylé, un peu luxe, il va falloir qu'on le mette à plus de 100 €. Même si il t'a coûté 2 €. Il y a ce truc qui peut tromper les consommateurs. En mode éthique, c'est pas du tout le cas. C'est ça, c'est pas du tout. C'est cher parce qu'on veut essayer de vous donner une image un peu luxe et tout. Non. C'est vraiment une question de coût. Et finalement, c'est totalement débile d'acheter quelque chose, par exemple des chaussures chez Nike où ça va coûter plus de 100 €. Alors que là, pour le coup, il n'y a rien d'éthique et ça leur a coûté rien du tout. En fait, c'est l'histoire du jean Levi's. Le jean Levi's, c'est le même, il est fabriqué dans la même usine qu'un jean Zara, sauf qu'il va valoir 3 fois plus. Ouais, tu vois. Et c'est vraiment le positionnement de la marque qui décide de, je veux donner cette image, et les consommateurs, du coup, ils se sentent un petit peu plus proches de l'image de cette marque et donc ils vont se diriger vers là, alors que c'est le même tissu, c'est les mêmes traitements, c'est le... Bienvenue dans le marketing. Alors attends, sur les prix, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Moi, en général, ce que je réponds quand on me dit c'est trop cher la mode éthique, c'est que en fait, on ne peut pas continuer avec la même consommation. C'est ça. En fait, consommer mieux, ça va forcément de pair avec consommer moins. Enfin, ne serait-ce que pour cette question basique du budget, en fait. C'est pas possible de continuer à faire une virée shopping toutes les semaines en se dirigeant plus vers une enseigne de mode éthique. C'est pas possible d'un point de vue budget, parce qu'effectivement, c'est plus cher. Bon, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles il faut consommer moins. C'est pas l'unique raison, le budget qui suit pas. Mais en fait, ça va forcément de pair. Et c'est surtout qu'on en a pas besoin. Enfin, tu vois, parce qu'on donnait comme exemple avant de commencer cette vidéo, une marque qui va vendre un blazer ou une veste de costume, un blazer noir classique, imaginons 245 €. Et forcément, sur le moment, on se dit, ah, voilà, 245 €, ça fait mal. N'empêche qu'une veste de blazer, si elle est faite bonne qualité, justement qu'elle est faite pour durer, normalement, il n'y a pas de raison qu'on en ait besoin d'une autre avant des dizaines d'années. Donc ok, tu dépenses 245 €, mais elle va te durer. Plutôt que d'acheter une veste, je sais, je le faisais avant, une veste 40 € chez Zara, mais t'es sûre qu'elle... c'est ça, tu la laves une fois, elle a rétréci. Et c'est ça. En fait, le truc avec la mode éthique, c'est plus acheter moins, mais acheter ce qui te va. Et donc, du coup, ce qui va te permettre de plus durer dans le temps et d'acheter moins. Enfin, c'est vraiment... Acheter moins et acheter mieux, c'est vraiment c'est inextricablement lié. C'est ce qu'on disait souvent dans toutes nos conversations. De toute façon, la première réponse à tout ça, avant de passer à des marques éthiques, c'est d'arrêter de surconsommer. Arrêter la surconsommation, arrêter d'acheter tout le temps, d'avoir le sentiment d'avoir besoin tout le temps. C'est la première façon de consommer éthique. Même si on continue à acheter chez H&M ou tout ça. C'est ce qu'on disait avant. Je demandais à Céline, est-ce que finalement, pour quelqu'un qui vraiment n'a pas le budget, et on peut comprendre, imaginons une maman qui a 5 enfants à la maison, elle va peut-être pas acheter plein de trucs éthiques. On oublie les achats de seconde main, on va en parler après. Est-ce que si vraiment elle n'a pas de budget, on peut lui dire, finalement, si tu achètes 1 ou 2 trucs chez H&M dans l'année, mais c'est tout, finalement, ta façon de consommer reste éthique? Oui, en fait, c'est ça. En fait, derrière mode éthique, souvent, on a cette image des nouvelles marques qui se montent, qui font attention à la production et compagnie. Mais en fait, il faut pas oublier que la mode éthique, c'est simplement une mode qui va être plus consciente et qui va être raisonnable. Et donc, en fait, oui, moi, je sais que ma grand-mère, quand elle était plus jeune, elle économisait pour s'acheter 2 ensembles par an. Donc, c'était vraiment l'achat de l'ensemble, c'était... elle économisait pour ça, quoi. Mais parce qu'en fait, c'était les vrais besoins. Maintenant, on ne fait pas du shopping parce qu'on a besoin de quelque chose pour nous courir. C'est un plaisir, c'est un hobby. Tiens, je vais aller faire du shopping, je vais faire du lèche-vitrine. C'est tout, c'est ça le problème. Et le problème des magasins si peu chers, c'est que justement, le budget ne bloque pas du tout ces déviances-là. Et oui, parce que les marques, elles sont très très fortes, elles nous font oublier en fait tout ce que les images de Rana Plaza nous ont tout d'un coup renvoyé dans la figure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui fabriquent nos vêtements, des gens avec vraiment leurs 10 doigts
qui sont là derrière leur machine à coudre. Et il n'y a pas un seul vêtement sur la planète qui n'a pas été produit par une chaîne de personnes qui ont passé leur temps dessus. Et ça, en fait, on oublie. Ouais. On a déjà passé pas mal de temps sur le prix. On a plein d'autres choses à dire. Le deuxième problème qu'on m'a beaucoup sorti au moment du sondage sur Instagram, c'est le problème des tailles et des différences de morphologie. Et la mode éthique, c'est vrai que pour la plupart, alors autant il y a des marques, par exemple, je pense à French Appeal, marque de jeans qui propose vraiment des grandes tailles, de la plus petite à la plus grande taille. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais dans la majorité des marques éthiques, c'est des tailles très classiques. Ça peut poser problème, effectivement. Est-ce que tu aurais une explication déjà à ça? L'explication, c'est toujours la même. En fait, c'est que les marques de mode éthique, elles ont des marges très réduites et du coup, elles se retrouvent bloquées en fait parce qu'il n'y a pas suffisamment de clients. En fait, ça prend pas encore la mode éthique, justement, mais parce qu'il y a plein de freins et notamment le prix en étant un, et puis aussi le fait qu'on n'a pas envie d'arrêter de surconsommer. Donc le temps que ça se mette en place, les marques, elles peuvent pas, enfin en tout cas c'est ce qu'elles disent, parce que comme tu dis, il y a des marques qui le font, elles ne peuvent pas se prendre le luxe en fait d'avoir des tailles pour tout le monde et de produire pour tout le monde, parce que je suppose qu'il y a je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je suis pas designer en fait, je pense que c'est ça qui manque dans notre réflexion, mais je pense que un jean taille 50 n'a pas la même coupe qu'un jean taille 36. Donc en fait, il faudrait qu'il y ait un travail différent sur un prototypage différent en fait. Et donc tout ça, je pense que ça rentre dans le coup. Il faut faire plusieurs prototypes et puis ensuite, je suppose qu'il y a des quantités spéciales. Par exemple, tu produis 200 jeans en 36, du coup, il faut en produire 200. Bien sûr. Tu vois, je pense que c'est ce genre de... Les économies d'échelle aussi, si tu n'en produis pas beaucoup, c'est plus cher. C'est ça coûte plus cher. Et après, j'ai vu plein de marques aussi débuter avec peu de taille et finalement, avec le succès et avec la demande, elles ont pu développer d'autres tailles. Je pense à Fempo, par exemple, culotte menstruelle qui, à la base, il me semble qu'au début ne proposait pas de grande taille, et justement plus ça a fonctionné dans les tailles les plus classiques, on va dire, plus elles ont pu développer d'autres modèles. Oui, c'est ça, plus ils ont eux en fait les moyens, et justement c'est cette petite marche qui se garde pour pouvoir progresser ensuite par la suite et proposer des trucs mieux. Ça leur permet d'évoluer. Mais pour ça, il faut que la demande suive l'offre, ou que l'offre suive la demande. Mais en tout cas, il faut que le consommateur pousse l'offre pour qu'elle aille vers quelque chose de plus éthique. Donc par exemple, des personnes qui portent des tailles un peu différentes, des tailles qu'on peut trouver habituellement, tu leur conseillerais quoi si elles ont envie de consommer éthique? Déjà d'acheter moins? Ouais, mais ça c'est pour tout le monde. Consommer moins. Et peut-être seconde main? Est-ce que tu trouves parce qu'il y en a beaucoup qui disent aussi qu'en seconde main, c'est galère de trouver pour des tailles plus importantes ou plus petites. En tout cas, consommer moins pour tout le monde. Non, mais oui, consommer moins. Mais en fait, le truc, c'est que... je sais pas, en fait, il faudrait poser la question à quelqu'un qui est vraiment concerné. Je sais pas si on peut vraiment... En tout cas, que les personnes ne se culpabilisent pas de ça. Ouais, non, ça déjà. Mais surtout en fait, pourquoi dans ce cas-là, les tailles classiques, 36, 38, 40, en assumant que ce sont les tailles classiques, pourquoi ce serait pas nous qui ferions d'abord l'effort pour permettre, du coup... aux tailles pas classiques de pouvoir ensuite le faire, tu vois. Parce que s'il y avait que les tailles pas classiques qui allaient chez Zara et H&M, finalement ça se nivellerait, tu vois. H&M et Zara, ils feraient un chiffre d'affaires moindre et peut-être qu'ils repenseraient leur mode de production. À réfléchir encore. Alors j'ai eu aussi quelques personnes, alors c'était peu, heureusement, qui m'ont dit souvent la mode éthique c'est soit très basique, soit pas jolie, pas originale. Avant que Céline ne réponde, j'aimerais vous dire que je fréquente Céline depuis 2 semaines. Elle est toujours 1000 fois mieux habillée que moi, plus jolie, etc. Donc c'est pas vrai. Toujours très bien habillée et tout ce qu'elle porte est vraiment très joli et tout est... souvent c'est avec des marques éthiques. Moi le truc ici, je vais être très honnête, parce que c'est aussi une façon de consommer éthique, c'est que avant je n'achetais pas du tout de marque éthique, donc il me reste encore beaucoup de choses de chez H&M, Zara, etc. Et ça serait débile de ma part de les jeter. Je vais continuer à les mettre jusqu'à ce que ils soient usés, parce que dans la mode éthique il y a la production qui est polluante, mais il y a aussi tout ce qui est jeté, c'est ce qu'on en fait après, donc autant les utiliser jusqu'au bout. Donc tout ça pour vous dire que moi qui fréquente Céline depuis 2 semaines, elle est toujours très très bien habillée. Et c'est pas que des basiques. Forcément, j'imagine qu'ils ont commencé par, justement pour des questions de coût, par les trucs les plus classiques qui plairaient à la majorité des personnes. Oui, en fait, et c'est pour ça aussi qu'on a cette image vraiment ancrée de la mode éthique. C'est parce qu'il y a 6-7 ans, tu cherchais en fait à consommer mieux. T'avais les bonnets péruviens, les sarouels. C'est vrai. Il n'y avait rien d'autre en fait. Mais en fait, depuis 2-3 ans, il y a plein de marques qui font des trucs vraiment très chouettes. Mais il faut les trouver.
Et c'est pas facile. En fait, elles n'ont pas le budget, du coup, comme elles le mettent pour le salaire des ouvriers ou pour des matériaux un peu plus de qualité, elles n'ont pas le budget pour faire de la com, en fait. H&M et Zara, tout le budget va en com. Et dans les magasins physiques, on en parlera aussi après. Ouais. Et du coup, elles sont transparentes, enfin, on ne les voit pas, inexistantes. Et c'est là-dessus qu'heureusement qu'il y a des gens comme Céline qui vont les dénicher. Bah si, mais heureusement qu'il y a des gens comme ça qui les mettent en avant. Oui, finalement. Parce que sinon, on les connaîtrait pas, et c'est vrai qu'elles sont pas, c'est pas visible. Et alors, pour tout ce qui est joli aussi, il y a aussi peut-être moins de stylistes aussi qui s'intéressent déjà, de designers à la mode éthique. Ça arrivera. Je suis sûre que ça arrivera. Et certainement parce qu'il n'y a pas d'argent en fait. Il n'y a pas d'argent. Toujours le même problème. Oui. Il y a aussi tout ce qui est par exemple les petits créateurs ou les designers, tout ça, on n'en parle pas beaucoup, mais ça aussi c'est souvent acheté éthique en fait. Oui. Elles sont pas forcément labellisées ou c'est pas considéré comme marque éthique, mais quelqu'un qui... Elles sont pas forcément ancrées dans le mouvement. C'est ça. On fait mieux, mais par contre oui, il y a toujours eu, et à Paris par exemple. Paris, il y a plein de petits créateurs qui sont là. Après, ils font pas forcément attention aux matériaux qu'ils vont choisir. Mais quoique, en fait, par la création, ils sont peut-être plus à même de choisir de beaux tissus. C'est ça. Ouais. Donc il y a aussi des choses qui ne sont pas labellisées, comme tu dis, ancrées dans la mode éthique, et finalement ça l'est. Oui. Ça se développe, mais énormément déjà, en quelques années, on a vu la différence. En 2-3 ans, ça a explosé. C'est fou. On va parler de l'accès, justement. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'avoir accès à ces marques éthiques? Pour revenir à chaque fois sur H&M et Zara, et pourtant c'est pas les seuls, hein. Les pauvres, c'est les seuls sur lesquels on frappe à chaque fois, mais il y en a plein d'autres qui sont pas tous bien les du autres tout. que vous connaissez, en fait. Les magasins, il y en a partout, dans toutes les petites villes, enfin c'est facile. Et c'est vrai que la mode éthique, il y en a sur internet. Déjà en physique, c'est pas facile. Non, en physique, tu vois, c'est compliqué. Il y a Ikea qui a quelques boutiques physiques. Il y a Dressing Responsable à Paris qui a ouvert une boutique, mais encore, je sais qu'elle souffre un peu du manque de venues, parce que ça coûte très très cher en fait les boutiques. Une marque qui a l'argent d'ouvrir une boutique physique, de payer un loyer, c'est une marque qui commence déjà à bien fonctionner, qui peut se le permettre. Et je pense par exemple à Mon Huile, c'est pour ça qu'on ne la vend pas en physique, qu'elle est sur un site seulement Eloise.store, tout simplement parce que justement on serait obligé d'augmenter le prix pour dégager une marge, exactement, que le magasin accepte de vendre et de dégager une marge. Donc il y a cette problématique-là. Mais pour ton huile, c'est un produit de beauté, on sait à peu près les effets que peut avoir l'huile sur le visage. C'est vrai que c'est plus compliqué pour un jean à essayer, pour des chaussures surtout. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai que c'est un vrai problème de mode éthique. Alors il y a les créateurs en fait, ils résolvent un peu ce problème avec les pop-up. Ils organisent, ils se rassemblent en fait entre créateurs de mode éthique et ils proposent du coup, il y a une sorte de magasin de mode éthique qui dure 2-3 jours dans lequel on peut... souvent les grandes villes. Enfin, tu vois, Paris, Lyon, Paris-Lyon, Voilà. Et encore au choix. Non mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème ça. Une fois de plus, plus les gens achèteront en mode éthique, plus ils auront de l'argent pour ouvrir des magasins. En fait, le truc, c'est qu'on essaie de reproduire le modèle qui existe déjà avec les marques de fast fashion. On essaye de le reproduire avec des marques de mode éthique. Enfin, nous, en tant que consommateurs, on aimerait que ce soit vraiment le modèle transposable avec tout mieux. Sauf que ça marche pas. Il faut changer le système, une fois de plus. Une question qui est aussi beaucoup revenue et qui est hyper intelligente aussi, parce que c'est un peu l'explosion aussi de Vinted. Depuis 1 ou 2 ans, on entend de nouveau parler de cette plateforme, de ce site qui permet de vendre ses vêtements et d'acheter seconde main. Est-ce que c'est mieux d'acheter du neuf éthique, selon toi, ou est-ce que c'est mieux d'acheter seconde main? Alors, moi je pense qu'il faut combiner les deux. Avant tout, il faut consommer moins. Donc même acheter d'occasion autant qu'on achetait avant quand on allait faire les vieilles shopping et qu'on revenait avec une poche pleine. Même en fait quand on le fait d'occasion, il faut acheter moins. Pourquoi? Parce que en fait c'est le cercle vicieux. Enfin, toutes les fashionistas, elles vont chez H&M. Parce qu'il faut savoir que H&M, les Zara et les autres, ils font une nouvelle collection toutes les 2 semaines. Donc en fait, toutes les 2 semaines, on peut revenir dans le magasin, trouver des nouvelles choses et repartir encore avec. C'est ça tout à l'heure ce que je cherchais. Exactement. Merci d'en parler. C'est ça la réflexion que j'avais oubliée. Quelqu'un qui disait est-ce que le principe même de mode n'est pas au contraire de l'éthique. Et c'est vrai dans le sens de mode tendance. Totalement. Ça c'est totalement débile en fait de créer des tendances. Parce que ça c'est purement pour surconsommer. Ça ne sert à rien d'autre que continuer à faire acheter. Et c'est pour ça aussi qu'on entend de plus en plus parler de ça et je trouve que c'est important, c'est que dans le processus d'acheter moins et d'acheter mieux, en fait il faut apprendre à se connaître et c'est des trucs dont on parle jamais, mais la colorimétrie, quelles sont les couleurs qui me vont le mieux, l'étude de la morphologie, quels sont les vêtements, les types de vêtements qui me vont le mieux. En fait apprendre à se connaître, apprendre ce qui nous va finalement. Enfin, on va acheter ce que quand on ouvre l'armoire, ce vers quoi on va aller tout le temps. Parce qu'en fait parfois, quand on a des placards pleins, en fait on se rend compte qu'on va tout le temps vers les
mêmes vêtements. C'est ceux qui nous donnent un air de bonne mine, qui nous font des jolies fesses pantalons. Enfin, c'est vrai, on va tout le temps vers les vêtements qui nous vont bien. C'est vrai que normalement, le concept de mode et de tendance, bah moi je suis d'accord avec ça. Ça peut pas aller avec l'éthique. En fait, il faudrait que chacun sache ce qui lui va. Et on peut faire avec ses vêtements 10 ans, 20 ans parce que ça nous va, c'est des choses qui nous font nous sentir bien. Et du coup, ça reste des intemporels. Parce que souvent aussi, on se trompe là-dessus, on parle des intemporels comme s'il y avait un intemporel pour tout le monde. En fait, c'est pas vrai. Un t-shirt rose peut être un intemporel pour quelqu'un. C'est vrai. Mais c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec ça. La tendance va à l'encontre du consommer moins. Ben bien sûr, mais tout simplement parce que les tendances, elles sont créées par les industries. Et par exemple, moi qui connais mieux l'industrie de la beauté, j'ai appris récemment que si une marque arrêtait de sortir des nouveautés régulièrement, les consommateurs s'intéressaient moins à la marque et achetaient moins. Donc en fait, les marques, pour survivre, sont obligées sans cesse de sortir des nouvelles choses. Donc ça vient aussi des deux côtés. C'est de la faute des marques. Évidemment, elles n'ont pas à sortir plein de choses tout le temps, à produire. Sauf que si c'est en face acheté, si c'est nous qui recherchons aussi sans cesse des nouveautés, si on n'a pas envie d'acheter par exemple 2 fois la même crème ou qu'on a tout le temps envie de changer de produit, et que pourquoi, alors qu'on a déjà 5 super t-shirts qui nous vont super bien, pourquoi on aurait besoin d'autres? C'est notre responsabilité aussi d'arrêter ça. Mais c'est pas facile, parce que comme tu dis, ça va dans les deux sens, parce que le marketing est tellement fort qu'on arrive, même si on sait qu'on a ces 5 t-shirts qui nous vont super bien et que de toute façon on porte que ça, ben on va passer devant la vitrine, on va voir le truc fleuri avec des couleurs qui nous vont pas du tout, et en fait parce qu'on a vu ça sur quelqu'un à la télé, parce qu'on a vu ça sur... Enfin, il y a un lavage de cerveau qui est tel que même en fait... C'est difficile, mais c'est vrai que le principe de l'offre et de la demande, c'est un principe qui est basique en fait. Et c'est vrai que si tous les consommateurs d'un coup, d'un seul, se mettent à dire on consomme moins et on consomme mieux, forcément en fait en face, la réponse, donc l'offre, elle va s'adapter à la demande. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est donnant-donnant, mais ça peut partir de nous, ça peut partir du consommateur. Aussi, ça va dans les deux sens. Donc alors, pour revenir sur la question, c'était éthique ou seconde main? Tu disais un peu des deux. Consommer de seconde main, moi je pense que ça pourrait être le premier réflexe en fait. C'est quelque chose qui existe déjà, il n'y a pas eu besoin de le produire. Je pense que c'est bien que ce soit le bon réflexe. Mais comme je disais, et c'est pour ça que c'était corrélé avec le consommer moins, c'est que il faut pas que ça entretienne un système où il y a des gens qui vont par derrière, toutes les personnes qui vont revendre sur Vinted, il faut pas que ça les aide en fait à acheter toutes les 2 semaines. Ça déculpabilise. C'est vrai que c'est pas le but. Mais dans tout, il y a des déviances. On va dire le principe même n'était pas était une bonne idée en fait. Oui. Donc je pense que oui, la seconde main, c'est un premier bon réflexe. Et ensuite, quand on ne trouve pas de seconde main, là, ça peut être intéressant de regarder du côté des marques de mode éthique. Alors ça, c'était Angélique qui a posé 2 super questions, hyper intéressantes. Donc la mode éthique à grande échelle est-elle possible ou pas? Enfin, la mode, elle était éthique à l'époque de nos grands-mères. Donc ça existait déjà à grande échelle, en fait. Bien sûr. Il y a 2 générations, la mode était éthique. Donc oui, à grande échelle, c'est possible. En fait, si on essaye de transposer le modèle qui existe déjà de surproduction avec de l'éthique, alors là, non, c'est pas possible. En fait, effectivement, si les marques de mode éthique qui existent aujourd'hui commencent à produire beaucoup plus, et puis en renouvelant de manière incessante les collections, non, on va arriver dans le même travers, en fait. Bien sûr. Et ça, encore une fois, c'est le consommer moins. Parce que la mode, 2 générations avant, toute la mode était éthique. Il n'y avait pas de surconsommation. Ça n'existait pas la nourriture non bio. C'était forcément plus naturel que maintenant. Finalement, on a tout cassé en 100 ans. Alors, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que, par exemple, si une marque éthique devenait la référence et à grossir, est-ce que finalement elle peut rester vraiment éthique? Parce que s'il y a plein de petites marques différentes, elles peuvent rester chacune éthique et il y aura assez d'offres pour tout le monde. Mais si une marque commence à se développer, est-ce qu'elle peut vraiment rester éthique? C'est très intéressant. Moi, je pense pas. Enfin, de toute façon, les modèles tentaculaires, les entreprises trop grosses, etc., on sait que... ça peut pas. Non, ça peut pas. Ça peut pas. Et déjà parce que tu perds le contrôle. Et c'est un bon exemple, par exemple, H&M. Il y a un reportage, je crois, qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Le Monde selon H&M. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ça me dit quelque chose. En fait, où on voit très bien que H&M... En fait, si on regarde sur leur site, ils affichent toutes les usines avec lesquelles ils travaillent dans le monde entier. Et ils en sont fiers parce qu'ils ont des certifications, les usines ont des certifications. Sauf qu'en fait, il y a 2 journalistes françaises qui vont voir en fait à quoi ça ressemble. Elles s'aperçoivent qu'il y a plein de problèmes, que c'est pas parce qu'il y a des certifications que derrière c'est appliqué, c'est pas parce qu'il y a des certifications que les conditions de travail sont bonnes. Il y a plein de choses qui se passent et en fait, plus l'entreprise grossit, et H&M c'est énormissime,
En fait, ils peuvent pas contrôler et tu perds le contrôle, je pense, même si au départ ça part d'un bon sentiment, ce qui n'est pas le principe de H&M, ils partent pas d'un bon sentiment. Mais donc oui, je pense que c'est des humains à la tête de tout ça, donc tu ne peux pas garder le contrôle sur tu as des centaines d'usines dans le monde entier, c'est juste pas possible. Et justement, ma réflexion a beaucoup changé parce qu'il y a il y a quelques mois, j'avais dit dans un vlog, je me souviens, j'avais dit j'en ai marre de toutes les petites marques qui se montent en proposant la même chose que les autres. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de créer des nouvelles choses et pourquoi faire quelque chose qui existe. Et justement, à cause de ça, mon avis a beaucoup changé parce que grâce à ça, il n'y a pas une marque qui va devoir proposer à beaucoup plus de monde et qui du coup va perdre le contrôle et va perdre cette éthique. Donc c'est mieux qu'il y ait plein de petits créateurs. C'est vrai que ça paraît plus sain en plus quand on regarde comme ça paraît bien plus sain qu'il y ait plein de petits pôles plutôt qu'un gros pôle qui détient tout, quoi. Et c'est surtout qu'au moins on n'aura pas tous les mêmes vêtements. Que H&M, Zara, on a tous les mêmes fringues, toutes les mêmes fringues. Là, si finalement c'est des petites marques et qu'on sait que c'est un peu plus rare à trouver, il y a aussi un côté un peu plus sacré aux vêtements et à la tenue. Tu vois, donc ça peut être un bon point pour les personnes qui sont vraiment intéressées, qui font vraiment attention à la mode et au look. C'est génial qu'il y ait finalement plein de petites marques qui se développent par rapport à ça. Ah oui, et autre question d'Angélique, est-ce que si les marques se développent beaucoup, est-ce que si la mode éthique se développe, est-ce que c'est pour autant que les prix baisseront? Je pense que il peut y avoir un effet d'échelle qui fait que oui, ça peut baisser un peu, mais ça peut pas arriver au prix qui existe aujourd'hui. Bien sûr. En tout cas dans un monde du coup équitable, en imaginant, Oui, parce que les gens seront payés pareil. Ouais, voilà. Donc pour le coup, comme tu dis, il y a un truc d'échelle, donc peut-être que ça les matières... Ça peut se faire à ce niveau-là, le coût de revient qui se diminue. C'est parce que les marques de mode éthique vont pouvoir produire, à leurs fournisseurs, elles vont leur proposer de produire plus d'un coup. Donc leurs fournisseurs vont pouvoir leur offrir des produits, des prix plus bas. C'est ça. Mais je pense que c'est le seul c'est tout, hein. C'est la seule clé sur laquelle ils peuvent jouer pour réduire les coûts, mais ça... C'est ça. Oui, pour la luminosité, ça va être un peu galère, mais bon. On n'est pas là pour le rendu, on est là pour discuter des vrais sujets. Selon toi, les critères, comment être sûr que c'est une marque éthique? Parce qu'il y a beaucoup aussi dans la mode de greenwashing. Ouais. Donc comment est-ce qu'on peut savoir? Et ça, tu le dis souvent, il y a aussi différents critères. Pour certaines personnes, ça va être éthique et d'autres pas. Oui. Tout ce qui est vegan aussi, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est vegan que c'est forcément éthique? Pas du tout. Non. Donc selon toi, quels sont les critères qui vont aider les gens à choisir cette marque en disant cette marque est éthique? Alors oui, en fait, chacun a ses propres critères, en fait, et surtout ses priorités. Par exemple, il y a des gens qui vont préférer consommer local parce que c'est important pour eux de soutenir un savoir-faire local, et d'autres gens pour qui le commerce équitable, ça va parler parce que ça permet d'injecter des richesses là où le travail est fait. Enfin, tout a du bon, en fait. Mais voilà, par exemple, quand une marque affiche un logo vegan, ça ne veut pas forcément dire qu'elle travaille avec du commerce équitable. Quand H&M Conscious écrit Conscious en gros, ça ne veut pas dire que c'est dans le cadre du commerce équitable ou que les conditions de travail sont meilleures, ça veut juste dire que le coton est bio. Donc il faut faire vraiment attention, il y a plein de pièges, et parce que ça devient un peu un effet de mode en fait, le fait de dire éthique. Et, de toute façon, il suffit de voir que Zara, H&M et compagnie lancent toutes leurs collections Conscious pour savoir que ça devient un peu un effet de mode. Et du coup, oui, c'est compliqué de s'y retrouver. En fait, il faut savoir que du coup, ces marques qui font les choses mieux, comme on disait, elles ont des marges qui sont vraiment réduites. Donc en fait, ça n'existe pas une marque qui va faire des efforts et qui ne va pas l'écrire. Il n'y a pas de marque trop modeste et qui ne parle pas de ses efforts, ça n'existe pas parce que le principe d'une marque, de toute façon... C'est compliqué. Attends. Le principe d'une marque, c'est de faire du chiffre d'affaires, qu'elle soit éthique ou pas. C'est son but. Donc elle l'écrira. En se promenant sur le site web, souvent, il y a un onglet qui s'appelle « À propos », dans lequel il peut y avoir des choses très intéressantes sur le lieu de fabrication, sur les matières qui sont utilisées, sur la réflexion aussi du fondateur, ça c'est important. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de démarrer cette histoire avec cette marque, en quoi il s'engage, est-ce qu'il reverse une partie de son chiffre d'affaires à des associations, il y a des choses qui peuvent parler et qui peuvent ne pas parler, ça c'est chacun. Et puis si jamais on a des questions, il faut vraiment aller leur poser des questions à ces gens-là, parce qu'en fait avec la mode éthique, c'est ça qui est bien, c'est que souvent on a directement accès aux fondateurs. Bien sûr. Et grâce aux réseaux sociaux, sur Instagram, on peut les contacter, il y a vraiment des gens qui nous répondent. Alors après vous me direz, est-ce qu'on peut vraiment être sûr de ce que la personne va nous dire est vrai? Ils sont là pour vendre. Après, en France, le marketing mensonger, c'est interdit. Ils risquent gros en racontant des bêtises sur leur site. Après, il faut faire très attention avec Designed in Paris, ça ils adorent. Ou alors coller, par exemple, une marque Tartampion
Paris, ça veut pas du tout dire que la marque est fabriquée à Paris. Ça, tout le monde a le droit d'écrire Paris à côté de sa marque. Et tout le monde a le droit de dire que le produit est designé à Paris. Ça veut pas dire qu'il a été produit à Paris. Ça, c'est un truc qui est vraiment très, très utilisé. Il faut vraiment qu'il y ait écrit fabriqué ou produit. Et justement, le Made in France, il y en a beaucoup qui disent qu'il suffit qu'il y ait un petit truc qui ait été fait en France, qu'on a le droit de mettre Made in France. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Alors, en fait, c'est pas un petit truc. En fait, c'est très réglementé. Le Made in France sur l'étiquette, ça veut dire qu'il y a au moins eu 45% de la fabrication qui s'est faite en France. Donc ça peut pas être juste un bouton, par exemple. Enfin ça, ou alors que le produit change de dénomination douanière. Parce qu'en fait, le Made in France sur l'étiquette, c'est simplement pour la douane. Donc par exemple, il arrive, le produit arrive... c'est j'en sais rien, c'est un morceau de tissu. Il va se transformer en chemise en France. Là, on aura le droit de dire Made in France. Donc c'est soit 45% de la conception, soit le fait qu'il change de dénomination douanière. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait transformation, quoi. Mais attention au Made in France, parce que parfois, et bon, mais ça par contre, c'est impossible de le savoir malheureusement, on peut juste simplement avoir des doutes avec le prix, parce qu'on sait que le Made in France, ça coûte très cher. Et il y a du Made in France qui est abordable, voire parfois prix à ras. Et là, en fait, on peut se dire, parce que ça existe en France et dans tout le bassin méditerranéen, comme je disais, je parlais de la Turquie avec les réfugiés, mais en fait, on trouve le même modèle en France. Il y a des gens en France qui sont exploités pour la mode et qui sont très très peu payés, bien en dessous du SMIC. Et c'est interdit par la loi, évidemment, parce qu'on est en France, dans un pays de droit, etc. Donc ça, pour creuser, il faut vraiment une enquête à Élise Lucet, quoi. Il faut la mettre sur le il faut que ça tilte avec le prix, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a l'impression finalement d'être un peu face aux marques et au marketing, au greenwashing, quoi. Alors du coup, est-ce que toi, tu pourrais nous partager tes critères à toi? Avant d'opter pour cette marque ou pour ce vêtement, qu'est-ce que toi tu regardes? Moi, mais du coup, c'est vraiment personnel. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est l'éthique. Je peux pas cautionner le fait que je vais acheter un t-shirt qui a été produit par des êtres humains, exploité par d'autres êtres humains. C'est un truc que je ne peux pas cautionner. Toi, c'est ce qui te touche le plus. Ok. Parce que ça peut être, il peut y avoir, par exemple, les critères d'écologie peuvent parler à d'autres personnes. Moi, c'est vraiment le premier critère, c'est éthique. Je peux pas, aujourd'hui, je ne rentre plus dans un Zara et un H&M parce que je sais qu'il y a trop de souffrance humaine dans ce genre d'endroit. Et c'est vraiment le premier critère. Ensuite, moi, pour mes convictions personnelles, je fais aussi attention à l'éthique animale. Ensuite, je fais attention aux matières. C'est ça. Mais toi, c'est le truc qui arriverait après. Ça vient après. Ouais. Ok. Alors au contraire, des personnes vont dire bon bah oui, je préfère acheter mon t-shirt chez H&M parce que c'est du coton bio. Voilà. Même si des personnes ont été exploitées, ils savent que le tissu est éthique, est bio. Voilà. Et ça veut pas dire que c'est plus éthique parce que le coton bio, ça pose aussi problème. Le coton demande énormément d'eau. Beaucoup d'eau. Donc le coton bio, ça demande moins d'eau. Le coton bio que le coton basique. Mais ça demande quand même beaucoup d'eau par rapport au lin, au chanvre et compagnie. Donc c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. En termes de matières, les matières les plus écolos, on dirait que ça serait quoi? On dirait que c'est le lin, le chanvre et le tencel qui vient de l'eucalyptus et fabriqué en Autriche, à ne pas confondre avec le lyocell. Là aussi, il y a beaucoup de confusion. Parce qu'en fait, le tencel est en lyocell, sauf que le tencel est fabriqué dans des conditions bien particulières en Autriche, dans un circuit fermé, dans lequel en fait tout est recyclé. Donc que ce soit les substances qu'on va mettre pour traiter la fibre d'eucalyptus, ou l'eau, en fait rien ne se perd, tout se transforme, quoi. Okay. Alors que d'habitude, le lyocell fabriqué en Asie, ça va encore finir dans les rivières, etc. Le lin, le chanvre et le tencel et le coton bio ensuite, quoi. Et d'ailleurs, je pense que pour devancer certaines questions, il y aura forcément des questions à propos des matières recyclées, tu sais, le plastique recyclé. Ça, je veux plutôt qu'on en parle parce que ça va demander beaucoup de réflexion aussi. Il y a Céline qui a fait tout un article sur le sujet, donc je mettrai le lien en barre d'infos, où justement, parce qu'en fait, on utilise le plastique qui est présent dans les océans, donc c'est plutôt cool, sauf que en transformant... C'est ça, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi bisounours que ça, c'est qu'après, les particules continuent d'aller dans l'eau quand on lave ces matières-là, donc est-ce que c'est vraiment éthique de faire ça? La vraie question, c'est aussi que pour produire du recyclé, mais ça, peu importe que ce soit un tissu recyclé ou une bouteille d'eau recyclée, elle ne sera jamais 100% recyclée. Il y aura toujours une nouvelle matière en fait pour que la fibre soit suffisamment résistante. Il faut forcément rajouter du nouveau plastique, du nouveau polymère. Donc c'est jamais 100% recyclé. Forcément, on ajoute du nouveau. Donc en fait, c'est... On continue à prélever dans les ressources. C'est ça. Mais bon, tout se discute. C'est vraiment pas simple cette question. Bon, tout est en tout cas dans l'article. Il est en train de nouveau de devenir
fluorescente. Beaucoup de personnes qui m'ont demandé des noms de marques éthiques. Si tu n'as pas le temps ou si tu n'en as pas en tête, je vais pouvoir, si tu veux, si tu préfères que je les mette en barre d'infos, tu sais, parce que j'ai voulu demander à Céline tout ce qui est un peu pour vie quotidienne, pour la vie de tous les jours, quelles sont les marques qu'elle adore, pour tout ce qui est sous-vêtements, pour tout ce qui est accessoires, donc chaussures, sacs, même bijoux, parce qu'on parle pas, mais tout ce qui est bijoux aussi, il y a intérêt que ça soit... Oui. Attends. On est fluo, excusez-nous. Oui, parce qu'on est face à une fenêtre, et donc le soleil se couche. Donc chaussures, sacs, accessoires. Et aussi quelqu'un qui demandait pour tout ce qui est smoking et tailleur, pour les vêtements de travail, entre guillemets. C'est vrai qu'on pense que c'est plus compliqué. Mais une fois de plus, on en revient à ce truc de, si ça se trouve, les petits créateurs. Ouais. En France, on a gardé cette savoir-faire. C'est ça. Ouais. Et notamment smoking, tailleur, etc. Oui. Donc oui, je te donnerai plein de marques parce que moi évidemment j'en ai plein, il y a vraiment de très très jolies choses qui se font. Mais sinon, si vous cherchez un truc bien spécifique... il fallait en parler, c'est sûr. Par exemple un t-shirt que vous préférez. Attends, ça va pas. Et surtout, donc, je mettrai en barre d'infos les marques que Céline adore. Et surtout, si vous avez un doute sur une marque, parce qu'on peut faire aussi une recherche comme ça. Oui. Et surtout, si vous cherchez un produit particulier, donc une paire de baskets, un t-shirt, etc., Céline et son amoureux ont créé un générateur de marques éthiques. Ça, c'est à trouver sur le site de Céline. Où vous avez justement à mettre les critères que vous souhaitez et il y a automatiquement les marques en face qui proposent ce qu'on cherche. Super bien. Ça permet du coup de trouver les marques qui sont planquées justement parce qu'elles n'ont pas le budget comme... Ouais, donc ça c'est une super chose à faire. Donc pour terminer, est-ce qu'on pourrait résumer ce que c'est que d'acheter éthique? Ce qui est différent que d'acheter une marque éthique. Ouais. Acheter éthique, ça serait quoi pour toi? Alors, acheter éthique, c'est acheter moins déjà, et puis acheter selon ses besoins avant ses envies ensuite. C'est ça. Donc, acheter moins, et puis ensuite faire une liste. Enfin, il y a tout un processus en fait pour acheter moins et acheter selon ses besoins. Il faut déjà trier sa garde-robe. En plus, c'est super cool à faire. Vous ouvrez tout, vous triez tout. Une fois que vous avez gardé que ce qui vous va et qui vous fait plaisir et qui vous fait vous sentir bien, vous établissez une liste de besoins. Et puis après, vous en bougez plus. Mais c'est pas aussi strict que ça, mais en tout cas, ça aide à acheter de façon plus raisonnable et plus en conscience. Et en fait, c'est ça finalement la mode éthique, c'est réussir à reprendre une forme de liberté qu'on a perdue justement parce qu'on est dicté par la mode, les tendances, le marketing des marques. Et c'est vraiment retrouver cette forme de liberté et ne plus acheter que ce dont on a besoin et qui nous va vraiment bien et qui nous fait plaisir. C'est ça, de retrouver ce caractère. Moi j'aime bien dire ça, retrouver ce caractère un peu sacré de s'acheter quelque chose et même si ça coûte un peu cher, effectivement de savoir qu'on va le garder, que c'est la pièce qui va nous mettre en valeur, dans laquelle on va se sentir belle, plutôt que d'avoir 15 robes où on se sent moyen dedans, d'avoir 7 robes dans laquelle on se sent canon. Et le truc, c'est une petite réflexion personnelle. On dit souvent effectivement qu'il faut attendre d'avoir besoin. Mais est-ce que tu trouves pas que quand on a besoin de quelque chose, il y a ce sentiment d'urgence et du coup on n'a pas envie d'acheter d'un coup quelque chose de cher et d'éthique forcément parce qu'on n'a pas le temps. Tu vois, par exemple, imaginons, la semaine prochaine, je suis invitée à un mariage, j'ai pas du tout de jolie robe. Avant d'acheter, je dois attendre d'avoir besoin. Ouais, je comprends. Il me reste qu'une semaine, j'ai peut-être pas le budget à ce moment-là. Ouais. Donc, est-ce que ça serait pas mieux, comme tu dis, de faire une liste et dès que tu as un peu de budget, d'acheter telle ou telle chose, même si tu n'en as pas besoin tout de suite. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Alors, pour le cas particulier du mariage ou de l'occasion, il faut emprunter une robe déjà à une copine ou quoi, ou alors louer. Il y a plein de services de location. Ça permet d'avoir une jolie robe qu'on aurait pu juste acheter et utiliser qu'une fois. C'est vrai. C'était pas un bon exemple pour ça. Mais oui, t'as raison en fait. Quand ça crée le sentiment d'urgence, du coup, tu vas potentiellement acheter quelque chose qui ne t'aurait pas vraiment, qui te va pas forcément le mieux ou qui. Je comprends. T'as pas le temps de faire toutes tes recherches, ni t'as peut-être pas le budget à ce moment-là. Tu vois. Mais c'est quand même rare d'arriver à un sentiment d'urgence avec les fringues, non? Je sais pas. Tu vois, par exemple, cet hiver où je me suis dit merde, j'ai pas du tout de manteau. Est-ce que c'est le moment, tu vois, d'un coup de se dire mince, j'en ai pas en tête, j'ai pas eu le temps de faire mes recherches et donc. C'est peut-être... Enfin, effectivement, attendre d'en avoir besoin. Bon, une fois de plus, il y a un problème de lumière, mais bon, c'est pas grave, on arrive à la fin de la vidéo. Pas grave. Si on attend d'avoir besoin... En fait, il faut en avoir besoin. C'est-à-dire qu'on n'en a pas dans notre garde-robe, mais peut-être acheter au fur et à mesure plutôt que d'attendre d'en avoir besoin dans la seconde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, si tu as le sentiment d'urgence, tu peux être amené à pas faire un achat si conscient que ça. C'est ça, exactement. Voilà, c'était ma petite réflexion. Mais bon, une fois de plus, acheter moins, mais mieux.
J'avais noté seconde main d'abord, puis justement marque éthique, mais tout en sachant que si on a vraiment un truc à acheter de neuf, autant l'acheter en marque éthique parce qu'on donne de l'argent à ces marques-là qui pourront ça ensuite... soutient un cercle vertueux. Exactement. Et voilà, quand on en a besoin et pas un passe-temps. Il faudrait qu'on arrive à se trouver d'autres hobbies que de dire pour passer un bon moment avec ma copine, on va aller acheter des trucs. Ouais. C'est quand même dommage. Ouais, il y a plein d'autres trucs à faire. Allez manger. Allez, on y va dans les restos vegan. Là, on passe des très bons moments aussi. Bah voilà. Une fois de plus, si vous êtes intéressé sur le sujet, déjà n'hésitez pas à suivre le blog de Céline, à les suivre, son amoureux et elle sur Instagram, parce que comme on disait, on n'a pas développé ça, mais on va le développer dans un podcast. Ils sont en train de faire le tour du monde avec le moins d'empreintes, c'est ça ? On essaye, voilà. Donc sans avion et avec les transports les plus écolos, les moins nocifs en tout cas. Donc c'est vraiment du slow travel, c'est hyper intéressant, ça vient poser beaucoup de questions. Et bah moi aussi, parce que là, au moment où on fait cette vidéo, je suis en Thaïlande, donc forcément, je suis très mauvais exemple pour ça. Mais c'est hyper intéressant et ça fait voyager. Céline écrit très bien en plus, donc c'est toujours des très beaux posts. Ça suffit. C'est vrai. Merci en tout cas d'avoir regardé cette longue vidéo, une fois de plus. Et comme je vous le disais, je vous mettrai les infos de Céline juste en dessous et les marques que toi t'aimes bien. Ça pourrait être cool de les mettre en avant en dessous. Ouais. Voilà. Écoutez, on se retrouve très vite et on vous embrasse fort. Bye bye.